d'abord, je vous remercie à tous d'être présents et à nouveau merci au Grand Poitiers d'avoir répondu présent aussi pour cette invitation et cette présentation qui sera très enrichissante, à n'en point douter. Chez EnviroBatSens, nous avons depuis presque 2 ans une mission occupée par Céline, en l'occurrence, visant à accompagner le développement des filières des matériaux biosourcés sur le territoire régional. Les matériaux concernés sont principalement la paille, le colza et le chanvre. Il se trouve qu'entre les années 2023 et 2025, 3 projets autour de la production et transformation du chanvre se sont structurés en région, avec des niveaux d'ampleur et de maturité différents dans 3 départements différents. Parmi les coproduits issus de la transformation du chanvre, la Schönbot représente presque 50%. Comme vous le savez sans doute, le bâtiment fait partie des débouchés potentiels principaux de la Schönbot, avec la mise en œuvre des enduits en béton de chanvre, en rénovation ou bien en neuf de toute façon. Développer ce marché en région centre reste un des défis à relever et nous partageons la conviction que la commande publique est un levier significatif de politique publique vertueuse et responsable. Les constructions et rénovations des collectivités représentent donc un potentiel de développement important pour la structure d'une production de matériaux biosourcés. La politique de développement de la filière de Grand Poitiers est exemplaire de ce point de vue, tant elle cherche à la fois à accompagner la structuration en amont de cette production que d'assurer un débouché à celle-ci en maximisant en son sein l'utilisation des bétons de chanvre et en démontrant factuellement sa faisabilité. Nous espérons que leur retour d'expérience sera une source d'inspiration pour notre région. Voilà, je vous laisse prendre la main et je disparais. Eh bien, merci Merci. beaucoup en tout cas pour. Je partage effectivement aussi les remerciements pour l'invitation. Tout d'abord me présenter. Donc, Nicolas Boucher, je travaille à Grand Poitiers. Je suis chargé de développement filière et usage du bois et de la biomasse, donc qui me permet de traiter aussi sur tout ce qui va être donc filière bois, paille, chanvre, miscanthus, lin, enfin toutes les matières végétales qu'on peut traiter, donc avec un usage plutôt soit énergétique, bâtiment ou les deux. Manon, je te laisse te présenter peut-être tout de suite Oui, aussi. si Et tu puis, veux. Donc, Manon Baquet, je suis conductrice d'opération pour la ville de Poitiers et le Grand Poitiers Communauté Urbaine. Et c'est moi qui suis en charge du suivi de l'opération de réhabilitation, réaménagement et extension du CCAS rue de la Marne que je vous présenterai juste après Nicolas. super. Effectivement, on va essayer d'être le plus clair et le plus précis possible. À la fin, on vous laissera un temps de questions, donc n'hésitez pas à les noter soit dans le chat ou à les garder de côté pour nous les poser tout à l'heure. On n'est pas trop nombreux en plus, donc voilà, on va essayer de passer un moment bien sympa. Mais donc voilà, l'idée c'était de vous présenter notre projet de développement de filière chanvre. Déjà, on a pris le prisme de la qualité de l'eau pour travailler la filière. Donc sur les zones de captage d'eau potable avec le programme ressources. Donc c'est des thématiques qui sont extrêmement liées parce que le chanvre est une culture à bas niveau d'impact. Je ne connais pas exactement le niveau de connaissance sur le chanvre de tous les participants, mais effectivement, on peut implanter cette culture sur des espaces agricoles, et donc qui permettent de substituer potentiellement des cultures qui ont besoin d'intrants. Et donc, voilà, ce qui permet après, avec l'infiltration de l'eau dans les nappes sur ces espaces, d'être moins dégradés, on va dire. Et donc, on a tout un tas d'acteurs qui travaillent avec nous, la région, les programmes ressources et les agences de l'eau, sur ce sujet-là. Donc voilà, donc on travaille essentiellement, donc c'est notre porte d'entrée sur les zones de captage. Donc vous avez à gauche une cartographie donc, de notre territoire Grand Poitiers en rouge et nos zones de travaux. La zone de captage de Fleury qui est à l'extérieur de notre territoire et la zone de captage de la Varenne qui prend une très large partie de notre département. Département que vous avez sur la cartographie de droite. Et donc, l'objectif est de travailler aussi bien sur tout ce qui va être production, transformation et distribution. Donc, l'idée, c'était d'accompagner les agriculteurs qui sont sur ces zones de captage, sur ces espaces, à l'implantation de cette nouvelle culture et de les former, informer sur la plantation de cette culture et de traiter aussi tout le volet transformation et distribution
pour pas les laisser seuls sur la production de matière et pas leur dire simplement faites évoluer vos pratiques, faites évoluer vos pratiques culturelles et vos cultures et débrouillez-vous pour trouver le débouché. C'était pas du tout ça l'objectif, c'était vraiment un projet de territoire donc global, de la production à la distribution. Et donc ça nous a permis donc de travailler aussi bien avec le volet ressources sur les zones de captage, de le mettre en lien avec notre plan climat, Air Énergie territoriale, sur tout le travail autour des biosourcés, qui découle ensuite dans la conduite d'opération, donc chez Manon, dans des projets très concrets, et aussi sur le volet alimentaire, mais je vais revenir dessus. Donc au niveau de notre projet, il existe déjà tout un travail au niveau du chanvre en France, principalement dans l'Est, autour de la Vendée, etc., mais qui sont dans une dimension beaucoup plus grosse coopérative. Il y a un modèle beaucoup plus local, beaucoup plus fin, où c'est les agriculteurs eux-mêmes qui se sont mis en association et qui ont cherché à s'équiper en capacité de transformation et qui s'occupent aussi de leur commercialisation, qui s'occupent de toute la chaîne sur le chanvre. Et donc nous, on recherchait cette dimension-là beaucoup plus territoriale, beaucoup plus locale. Et donc, on est accompagné avec la région Nouvelle-Aquitaine et avec l'association Chanvre Nouvelle-Aquitaine sur ce projet, voilà, pour essayer de trouver une solution collective aux enjeux de qualité de l'eau, aux enjeux de territoire, d'environnement, de climat au sens large, de protection des espaces, de soutien aux agriculteurs, etc. Donc, on est sur une dimension très transversale, socio-économique, alimentaire, etc. Le chanvre a la capacité caractéristique d'avoir des débouchés très nombreux. Donc effectivement, vous avez la graine qui se retrouve dans la tête du chanvre, qui sert à l'alimentation et un petit peu aux cosmétiques, surtout l'alimentation, qui donne la plus grosse plus-value d'ailleurs à la ressource. La fibre, qui sert en laine de chanvre, que l'on peut utiliser dans le bâtiment. La chènevotte, donc là aussi plus comme matériau dans les bétons de chanvre, et les poussières, mais que Manon vous expliquera aussi dans sa mise en œuvre, mais que l'on peut utiliser entre autres dans des enduits. Et après, voilà, vous avez tout ce qui est racines et feuilles aussi, qui ont d'autres usages un peu plus secondaires en France aujourd'hui, mais qui sont présents et qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, le matériau essentiel avec lequel on travaille, nous, ça va être la graine sur le volet alimentaire, la chènevotte, fibre, enfin, voilà, tout ce qui va être tige pour l'usage bâtimentaire. Donc, au niveau de notre projet à Grand Poitiers, on a été sensibiliser des agriculteurs sur le territoire, qu'on a formés à la culture, et qui se sont regroupés eux aussi en association, qui s'appelle la Chanvrière du Clin, qui recense aujourd'hui une dizaine d'agriculteurs, puisqu'il y en a qui sont partis depuis que ça a commencé et d'autres qui ont rejoint l'aventure. Et donc voilà, donc c'est cette association qui centralise un petit peu tout le volet de la production aujourd'hui. Et donc voilà, on a réalisé par exemple ce chemin du chanvre donc pour aider les agriculteurs à savoir quand est-ce qu'on plante, comment on plante, quand est-ce qu'on moissonne, etc. Donc au niveau de toute la culture. Sur le niveau de la transformation, là, c'est là où nous, on diffère un petit peu de Chanvre Mélois et là où on en est un petit peu dans l'étape actuelle, c'est qu'on est en train de travailler à faire évoluer l'association dans une SIC d'intérêt collectif, dans lequel l'association serait sociétaire, avec tout un tas d'autres acteurs, dont la collectivité. Donc ce sera une SIC qui sera très largement ouverte à tous les acteurs qui souhaitent s'implanter qui travaillent sur le matériau sur notre territoire et au-delà, s'ils le souhaitent. Donc voilà, donc pour pouvoir s'équiper d'une unité de transformation et de pouvoir transformer localement le chanvre qui aujourd'hui est encore envoyé à Chanvre-Mélois, donc qui est basé dans les Deux-Sèvres, je ne l'ai pas dit. Donc la matière est encore envoyée là-bas pour être transformée encore cette année. Donc l'idée, voilà, c'est de s'équiper maintenant d'une unité de transformation. Parmi les usages, donc voilà, donc on listait tous les différents usages, on avait mis quelques photos, donc aussi bien sur l'alimentation, dans le bâtiment, dans le cosmétique, etc. Je passe un petit peu là-dessus. Au niveau alimentaire, je l'évoquais, il y a des débouchés qui sont très importants pour faire de l'huile, pour faire de la farine ou en graines décortiquées directement. Voilà, donc les usages, même dans le volet alimentaire, sont assez larges.
avec donc aliment qui est qualifié de super aliment aussi pour ses capacités nutritionnelles, etc., surtout en protéines, en fibres et en oméga 3 et 6. Donc sur ce volet alimentaire, la collectivité a travaillé à réaliser un livre de recettes en chanvre qui est disponible, qui est ouvert au public. Voilà, donc là aussi, et on a formé nos chefs cuisiniers des cantines scolaires, des cantines collectives, la restauration collective, pardon, donc pour qu'ils puissent mettre en œuvre au maximum le chanvre dans leur recette, voilà, pour acculturer là encore et essayer d'impulser la mise en œuvre du chanvre sur nos territoires. Je m'arrête un peu plus quand même sur le volet bâtiment qui nous réunit aujourd'hui. Le chanvre a donc fait partie des matériaux biosourcés, au même titre que la paille et que le bois, et a des caractéristiques techniques qui sont particulièrement intéressantes, thermiques, acoustiques, entre autres, aussi pour sa capacité d'absorber du carbone, etc. Donc, chanvre a un matériau isolant ultra qualitatif. Voilà. Pour vous montrer un petit peu le détail de pourquoi est-ce que le chanvre a toute sa place dans le bâtiment. Donc voilà, vous voyez la distinction fibre chaîne vote. Vous avez la vision sur la photo de droite au microscope. En fait, dans le chanvre, vous avez énormément de petites bulles d'air. Donc c'est les points noirs. Et donc c'est eux qui permettent de faire le déphasage thermique. Donc c'est-à-dire que quand vous le mettez en œuvre, entre le moment où la température extérieure, où le soleil éclaire votre mur et le moment où cette chaleur est diffusée dans le bâtiment, il y a un déphasage assez élevé d'une douzaine d'heures, il me semble, contre à peine 2 heures pour de la laine de verre en conventionnel, par exemple. Donc en fait, vous êtes beaucoup moins soumis aux variations de température dans votre bâtiment. Donc un confort d'été et d'hiver. Il maintient, comme la laine de verre, les caractéristiques d'isolation d'hiver, donc pour la protection du froid, mais aussi du coup la protection du chaud en été, et on sait que ça va être un enjeu majeur. Voilà, donc le chanvre, la laine et la chêne vote, je reviens pas trop dessus, on vient de l'évoquer, mais donc vous avez quelques photographies des différentes typologies de matériaux. Donc la laine, donc plutôt fibre, en vrac ou en rouleau, que l'on met plutôt en isolation en toiture. Et la chêne vote, en vrac ou en béton biosourcé, donc là aussi avec des règles pro qui existent en béton de chanvre, avec des ATEX. Mais il y a encore tout un tas de procédés, de systèmes constructifs qui existent en chanvre, qui sont moins reconnus, donc qui sont encore en cours de développement. Mais c'est un matériau en tout cas qui a énormément de potentiel. Et je finirai par vous dire qu'on parle énormément du chanvre aujourd'hui partout en France, que nous, collectivités, avons un rôle essentiel à jouer sur cette matière, parce que j'allais dire que c'est nouveau, mais on sait très bien que ce type de matériaux ne sont pas nouveaux, c'est du renouveau, de la redécouverte avec une recherche technique et technologique qui s'est développée sur ces matières et qui nous permet de la mettre en œuvre aujourd'hui face à tout un tas d'autres solutions, parfois plus chimiques ou moins écologiques, plus émettrices en carbone, qui existent. Mais donc le potentiel est énorme et c'est notre rôle, on pense, de pouvoir voilà, faire notre possible pour mettre en œuvre et faciliter la mise en œuvre de ce matériau et de tous les autres qui ont un potentiel écologique et un potentiel thermique, parce que c'est aussi ça, in fine, qu'on recherche. On n'a pas particulièrement parlé du coût, mais je vais laisser Manon en parler. Simplement dire qu'effectivement, les matériaux biosourcés, le chanvre en fait donc partie, à un surcoût à l'investissement, à la construction des projets. Mais ce qu'on dit et répète, c'est qu'effectivement, l'intérêt des matériaux biosourcés, c'est de regarder la vie du bâtiment dans son ensemble, de sa conception, en passant par son usage jusqu'à son démantèlement. Et qu'on sait que les matériaux biosourcés ont une capacité de recyclage derrière qui est au top. On sait qu'ils ont tout un tas de qualités. Et on sait que en termes de tout ce qui va être chauffage, tout ce qui va être climatisation, etc., ventilation, vous avez des besoins qui sont minimes
Et en fait, quand on regarde le coût de la consommation énergétique annuelle pour la vie d'un bâtiment derrière, en fait, le surcoût du matériau, donc si on prend tout en compte, n'est que quelques pourcents, à mon sens, qui en vaut la peine quand on peut le faire. Et dernière petite chose aussi, et après je laisse la main à Manon, c'est promis, de dire que le chanvre n'a pas vocation à être mis partout, tout le temps et systématiquement. C'est un matériau très utile, surtout dans la rénovation du bâti ancien, qui peut avoir sa place dans le neuf aussi et ailleurs, mais il va avoir surtout du sens dans la rénovation du bâti. Voilà, je m'arrête là. On peut peut-être prendre quelques questions maintenant. Je Voilà, pense, oui. c'est ce que j'allais vous proposer. Effectivement, il y en a déjà pas mal. Je vous les lis, on les prend dans l'ordre d'arrivée. Ouais, Ça vous convient? Très bien. complètement. Donc, quelle est la surface exploitée en chanvre actuellement par l'association et y a-t-il des perspectives de croissance dans les années à venir? Alors oui, effectivement, perspective de croissance, beaucoup. On a des industriels autour de chez nous qui ont des commandes déjà dès maintenant. Donc, on sait qu'il y a un débouché énorme pour des process industriels. Donc, la demande, elle est déjà là et elle est déjà très importante. Pour l'unité de défibrage, il y a un besoin d'à peu près au moins 100 à 150 hectares annuels pour qu'elle puisse fonctionner avec une bonne capacité économique, on va dire, un bon équilibre. Euh, Nous, Grand Poitiers, on a accompagné la mise en place de 70 hectares de chanvre depuis 4-5 ans maintenant. Par contre, la spécificité du chanvre, c'est que donc elle s'intègre dans un assolement, donc elle est en rotation. Donc vous ne mettez pas du chanvre chaque année sur la même parcelle. Le chanvre revient une fois tous les 6 ans, ce qui est pas mal. Donc soit on a des agriculteurs qui, une année, vont faire beaucoup de chanvre sur leur terrain et qui ensuite ne vont plus en faire pendant 6 ans. Soit vous avez des agriculteurs qui vont prendre une partie de leur sol pour mettre du chanvre et qui ensuite vont voilà, découper en gros leur surface en 6 ans, en 6, donc pour en faire une sous-parcelle, une partie chaque année. Aujourd'hui, donc cette année, donc chaque année en gros est très variable, surtout qu'on est un peu encore au début. Donc ça arrive qu'on ait des années où on a 20 hectares qui sont cultivés. Cette année, on était à une dizaine à peu près, donc beaucoup moins. Mais donc, comme je vous le disais, c'est très variable. Mais effectivement, le besoin est très important. Donc on travaille beaucoup pour augmenter ces surfaces et convaincre les agriculteurs d'y aller, parce qu'il y en a beaucoup, essentiellement, qui sont dans l'attente. C'est pour ça aussi qu'on a assez peu aujourd'hui de surface en attente de capacité de transformation localement. Et donc, c'est pour ça qu'on bosse à fond sur l'unité de transformation parce que c'est le besoin. Très bien, vous avez peut-être tout partie répondu à d'autres questions, mais je vais vous les poser tout de même. Quel est le dimensionnement envisagé pour l'unité de transformation? Bah oui, bah c'est à peu près ça, hein. C'est à peu près 100, Ah, 150 hectares capacité de transformation. Je ne me rends pas compte de ce que ça fait en tonnes. Je me rends pas compte, je voudrais pas dire de bêtises, je me rends pas compte ce que ça fait en tonnes. Et je connais pas exactement le rendement en tonnage de chènevotte par hectare. Je l'ai pas en tête en tout cas, mais ça doit se trouver assez facilement. Mais voilà, en tout cas, on est sur au moins une centaine d'hectares qui peut passer dans l'unité de transformation pour avoir au moins un bon équilibre financier, parce que l'installation coûte quand même très cher, que ce soit euh, dans l'unité de transformation en elle-même. À Chanvre-Mélois, on va dire que ils l'ont construite eux-mêmes avec de l'assemblage, donc elle répond pas forcément à toutes les exigences de sécurité qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc nous, sur Grand Poitiers, voilà, l'idée c'est d'avoir sur la base de ce qu'ils ont pu développer, avoir un outil qui soit conforme en tout point sur tout ça. Et donc ça a un coût, plus la plateforme, etc. Donc on est on est plus sur au moins un bon million d'euros, au moins. on pourra se faire l'éventuel relais des éléments complémentaires que vous Mm. souhaiterez apporter par rapport à certaines questions. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, elle est pointue, je crois. Quel modèle d'unité de défibrage est envisagé? Celui de Chanvre-Mélois
Oui, c'est ça. Donc eux, comme j'évoquais effectivement à l'instant, c'est que eux, ils ont fait un assemblage de plusieurs machines parce que ça n'existait pas vraiment des unités de transformation comme ils en avaient besoin. Leur unité de transformation permet de vraiment décortiquer toute la plante. Donc elle permet de scinder tout ce qui va être graine, tout ce qui va être, enfin la graine est récoltée en champ par une moissonneuse. Ensuite, vous venez faucher dans le champ, vous venez récolter qui est sèche très rapidement. Faut la récupérer très vite ensuite dans le champ. Vous ramassez tout ça et donc ensuite vous pouvez souvent en botte, vous la mettez dans l'unité ou en vrac, peu importe, vous la mettez dans l'unité des fibrages et donc là ça va vous décortiquer tout ce qui va être donc ce qui reste, tout ce qui va être la fibre pour faire la laine de chanvre, la chènevotte et la poussière qui est aussi récupérée et parce que ça fait énormément de poussière. Très bien, Voilà, et merci. donc c'est sur ce modèle-là qu'on va travailler, mais donc sur une unité qui va être industrielle aux normes et qui va être conçu optimal, on va dire. Je passe à la suivante. Pouvez-vous nous préciser davantage le rôle de la collectivité et le montage en SCIC? Oui, alors c'est les agences de l'eau essentiellement qui financent l'implantation de chanvre, donc qui subventionnent l'implantation de chanvre. Nous, notre rôle, il va être surtout dans l'animation. Donc, on va aller faire de la prospection, on va aller chercher des agriculteurs, on va tenter de les convaincre, leur montrer que c'est un modèle qui fonctionne et qu'ils ont un intérêt économique aussi derrière et qu'il y a un intérêt écologique aussi, en plus de la qualité de l'eau, je le rappelle. Donc, notre rôle va être surtout dans l'accompagnement. On a fait énormément d'animations sur ce sujet. Donc, on a formé des agriculteurs, on a formé des artisans, on a formé du coup des cuisiniers, on a formé des architectes, on a formé notre maîtrise d'œuvre interne. Donc, on forme au maximum le maximum d'acteurs. On forme aussi les élus, on forme aussi les maîtrises d'ouvrage qu'on forme et qu'on essaie de convaincre accessoirement sur la qualité du produit et sur tous ses avantages. Donc on essaye de balayer très large tous les acteurs du bâtiment, de la décision, on va dire, jusqu'à la mise en œuvre au niveau des entreprises, pour que chacun puisse demain connaître, se former aussi de façon plus pointue et technique avec les règles pro derrière et puisse répondre demain au marché public quand on en fait, quand il y a une solution chanvre qui est demandée, en tout cas biosourcée, qui soit en capacité d'y répondre et que ce ne soit pas un point bloquant. Et on sait que les réglementations de toute façon RE 2020, 25, 30 et toutes celles qui vont suivre vont tendre vers la normalisation et la systématisation du matériau biosourcé au sens large. Le chanvre sera un pilier dans les années à venir. Donc voilà, on essaie de former très largement et donc on est plus sur ce rôle-là d'accompagnement de formation. Et donc on a aussi, parce qu'il y avait un besoin, travaillé plus fortement donc, pour la mise en œuvre de l'association. Donc on a accompagné les agriculteurs en collectif pour se mettre en association et on les accompagne aujourd'hui aussi pour passer en SIC avec un prestataire. Une AMO, je veux dire. Voilà, parce que c'est pas forcément leur habitude de construire des SIC, etc. Donc voilà, on est sur ce rôle-là essentiellement. Et justement, combien d'agriculteurs sont présents dans l'association et une mobilisation en partenariat avec la Chambre d'agriculture ou l'agence bio est-elle en cours? Alors, il y a une dizaine d'agriculteurs en ce moment qui sont actifs, un petit peu moins. Et voilà, pour l'instant. Sachant qu'il y en a qui sont partis, comme je disais, et d'autres qui continuent d'arriver, parce que, comme je disais que c'était une pratique culturelle de rotation, il y en a qui le font une fois et qui ensuite sortent et reviendront peut-être dans quelques années, et qui sont dans l'attente d'avoir un système qui soit plus opérationnel, avec surtout le volet transformation que l'on n'est pas en capacité d'offrir au niveau local pour l'instant. Voilà, et j'ai oublié la suite. Il y avait une suite. Y a-t-il un Avec la Chambre partenariat avec la d'agriculture. Chambre d'agriculture ou Pour l'agence l'instant, non. bio? Pas de travail, pas d'intégration d'autres acteurs particuliers sur ce sujet. En tout cas, pas à ma connaissance. Voilà, je ne sais pas si c'est de qui en vient le choix ou s'il y a une raison particulière qui explique ça. En tout cas, non, effectivement, pour l'instant, rien de particulier en cours
c'est plus un projet là, pour le coup, politique municipale des derniers mandats, des précédents mandats. Parce que ça fait déjà presque ouais, au moins des 2 derniers précédents mandats. Donc voilà, et par cette approche de qualité de l'eau, c'est vrai que les chambres d'agriculture regardent ça de près sur le volet agricole, mais bon, ça implique pas trop pour l'instant, mais ça viendra, j'imagine. Très bien, merci. Je me permets d'intervenir, pardon, parce que je vois qu'il y a une autre question qui arrive. J'étais censée, partir vers 10 heures normalement, donc si vous voulez avoir la deuxième partie, à voir Peut-être si on avance, ouais. Très bien. à votre guise, hein, mais c'est juste pour, pour donner un Non, non, repère, tu as raison. du coup. Avançons, on traitera les questions d'une autre manière. À vous, De toute Manon. façon, voilà, maintenant, je vais te laisser la parole. On pourra répondre aussi après. Au pire, vous nous ferez centraliser les questions. On pourra vous faire des réponses par écrit aussi si besoin en complément. Ben maintenant, c'est à toi. Ok, donc tu as la main sur le PowerPoint, alors Ouais, je te vas-y. ferai un petit signe. Donc le projet que vous avez à l'écran, c'est donc l'extension du siège du CCAS qui se trouve dans le centre-ville de Poitiers. Donc c'est un bâtiment qui est constitué principalement de bureaux et son objectif est d'accueillir le public. Donc le site se compose de 2 bâtiments existants que vous voyez cernés de gris, ce sont les murs, les façades existantes. Une cour à avant qui est sur votre droite, une cour arrière. Donc l'idée du projet est de construire une extension que vous voyez en orange et jaune qui vient connecter les 2 bâtiments existants. Et donc la cour avant à terme ne sera plus dédiée que au public, la cour arrière plus qu'aux agents. Et donc cette extension qui connecte les 2 bâtiments existants, c'est un rez-de-chaussée sur vide sanitaire. Elle fait 200 mètres carrés. Et voilà, on a un accès sur la rue de la Marne qui est l'accès principal sur la droite et un accès secondaire pour les agents qui se fait via une petite impasse. Ce bâtiment, donc, enfin, ce site se trouve dans le centre-ville de Poitiers, je vous le disais, au sein du PSMV. Donc, on a été soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. On est sur un site qui est très contraint en termes d'accès et de surface disponible. On est sur un chantier également qui se fait en 2 phases. La première phase consiste en la construction de l'extension et la réhabilitation du petit bâtiment annexe que vous voyez en haut à droite. Ça, c'est la première année qui touche à sa fin. Et la deuxième phase consistera en la réhabilitation du bâtiment principal qui est au milieu de l'image. Donc, on a un chantier qui se déroule avec de l'accueil de public juste à côté. Donc, on n'est pas à proprement parler en site occupé d'un point de vue sécurité. Néanmoins, on a nos agents qui ont leur bureau qui donne, les fenêtres de leur bureau qui donnent sur le chantier. En période estivale notamment, ou pas que estivale, ça peut engendrer quelques difficultés. Ce projet, il s'inscrit dans des choix politiques assez forts en faveur des matériaux naturels. Donc, on a un vide sanitaire, on a un rez-de-chaussée qui se compose de murs à ossature bois, charpente bois. Nos élus avaient une volonté d'isolation naturelle de base, toiture végétalisée, large renaturation, revégétalisation des cours. Donc c'est un peu un projet vitrine en fait depuis le début pour les élus de par ses contraintes, ce qui a été insufflé dedans et sa position assez centrale entre l'hôtel de communauté urbaine et l'hôtel de ville par exemple. Donc on est vraiment scruté de toutes parts. Tu peux passer à la slide d'après. Donc, c'est à l'APD que cette volonté de matériaux naturels est un peu passée au niveau supérieur. Déjà parce suite à une étude du CRER, on a décidé, enfin les élus ont arbitré le remplacement de la chaudière gaz par une chaudière biomasse. Donc on installe une chaudière à granulés bois. Et puis la maîtrise d'œuvre a vu qu'il y avait une sensibilité accrue de nos élus sur ce sujet, sur cette opération. Donc, ils ont proposé en fait à la remise de l'APS d'étudier la possibilité de remplacer l'isolant naturel par un isolant chanvre, puisqu'initialement, ce qui était prévu, c'était un isolant de type Biofib Trio. Et donc, à l'APD, on a validé le remplacement de cet isolant par un béton de chanvre. Donc voilà, cette évolution, elle est venue un peu des 2 parts. J'aurais tendance à dire que c'était un contexte, un environnement qui était favorable à cette évolution. Donc dans le projet, on met en œuvre du béton de chanvre
en isolant, donc dans le projet d'extension sur le neuf. Et ce béton de chambre, on a pris le parti de le mettre en valeur. Donc à chaque fois qu'on en a, on a en intérieur des enduits qui comportent du chanvre. Donc initialement, c'était des enduits chaud chanvre. Et finalement, sur proposition de l'entreprise, une fois qu'elle a été notifiée, on est passé à des enduits de terre chanvre. Donc c'est de l'argile, de la terre crue. En extérieur, on a des enduits à la chaux et au sable, puisque le chanvre n'apprécie pas trop d'être exposé à l'humidité. Les enduits intérieurs terre-chanvre qu'on a mis en œuvre, ils s'expliquent par la volonté de mettre en valeur le chanvre, mais aussi par une volonté de qualité de l'air intérieur assez saine. Et donc, voilà. C'était un petit peu ce qui nous intéressait. Si tu passes à la slide d'après, donc vous avez une première image qui a été remise par la maîtrise d'œuvre, donc qui vous permet de voir que cette volonté de matériaux naturels et de les mettre en valeur, c'est quelque chose qu'on essaye de retrouver un petit peu partout avec des matériaux bruts quand on peut. Voilà, faire en sorte d'avoir des matériaux posés finis. Ce qui ne va pas sans amener quelques difficultés sur un chantier, mais pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Et si tu passes à la slide d'après, voilà, là vous voyez en fait le mur terracotta. Donc c'est un long mur sur lequel on a déjà un enduit pardon, de terre et de chanvre. Finalement, il est plus ocre que terracotta, mais voilà, c'est vraiment la pièce maîtresse, si je puis dire, de cet espace d'accueil. Qui est le centre de la réhabilitation. On a même poussé jusqu'à travailler le réemploi dans ce projet, là aussi parce que la maîtrise d'œuvre était assez intéressée à l'idée de développer ça, même si on n'a pas intégré ça dans son marché. Et donc vous pourrez constater que nos luminaires sont un petit peu spéciaux, les appliques et les de suspension. Ils sont issus de la salle de bal de la caserne Pontachard, qui est en réhabilitation en ce moment, une ancienne caserne de pompiers. Donc voilà, on avait à cœur de magnifier cette démarche jusqu'au bout. Si tu passes à la slide suivante, donc là, ça vous permet, vous avez un plan qui vous permet de situer où est-ce qu'on a mis du béton de chanvre et des enduits chaud chanvre et terre chanvre, même si l'image est peut-être pas très claire. Donc sur le haut du plan, on a le mur terracotta que je vous montrais, donc qui se place contre le mur des voisins, le long de murs en moellon de pierre. Les murs bleus sont les murs qui sont couverts d'enduits intérieurs terre chanvre. On a la façade orange qui est en bas de l'extension, qui elle donc est une façade qui donne sur l'extérieur en béton de chanvre. Et puis on a les refends aussi qui sont en béton de chanvre. L'estimation de travaux de la maîtrise d'œuvre pour ce lot, puisqu'on avait un lot dédié béton de chanvre, enduit terre chanvre et enduit chaux sable. Donc l'estimation maîtrise d'œuvre s'élevait à 102 000 € hors taxe. On a eu 2 entreprises locales qui ont répondu. Donc là, c'était une entreprise de gros œuvres et une entreprise gros œuvres, mais plutôt orientée taille de pierre, maçonnerie de pierre. Et donc le marché travaux qui a été retenu s'élève à 77 000 € hors taxe. On a un coût de travaux global de 2 130 000 € hors taxe. Pour information, j'ai questionné l'économiste de l'opération pour vous donner le delta entre le biofiltre trio et le chanvre, puisque ça me semblait intéressant. Mais je voulais pas intégrer là. Sur les parois extérieures, on est à plus 52 000 € hors taxe, en passant à du béton de chanvre et béton de chanvre en fait, et enduit par rapport à un biofiltre trio. Et sur les refends, on est à 21 000 € hors taxe supplémentaires. Donc ces plus-values entre guillemets comporte toutes les prestations qui ont été ajoutées, supprimées du fait de l'intégration du béton de chanvre, puisque par exemple, on a pris le parti de ne pas avoir de doublage placo devant le béton, enfin de doublage devant le béton de chanvre. Donc voilà, il y a des équilibrages globaux, mais comme ça vous permet de vous rendre compte de la plus-value. Donc les 52 000 € de plus-value sur les parois extérieures, ça concerne 180 mètres carrés de parois. Et les plus 21 000 € hors taxe sur les renforts, ça concerne 65 mètres carrés. Voilà pour
pour cette slide. Peut-être juste un petit point, on a un lot des... ça me semble intéressant de souligner parce qu'en fait, la maîtrise d'œuvre nous a indiqué que le béton de chanvre, selon les entreprises, pouvait être maîtrisé par des charpentiers ou par des maçons. Et donc, faire un lot dédié, ça nous permettait de nous ouvrir plus de portes, en fait, potentiellement plus d'entreprises qui pouvaient répondre. Donc, la slide que vous avez là, ce sont des détails d'exécution qui ont été remis par l'entreprise de charpente. Mais ça vous permet de voir les 3 cas de figure que l'on avait, dont je vous parlais précédemment sur le plan. Donc sur la gauche, on a le détail du mur le long des murs en pierre des voisins, avec le joint de dilatation, évidemment, on ne s'appuie pas dessus. Donc on a un fond de coffrage en OSB, puis le béton de chambre est projeté dedans. Et ensuite, on a un doublage de béton de chanvre plus fin qui est mis devant, et ensuite on a l'enduit. Donc ça, c'est pour le détail à gauche. Le détail à droite, c'est le détail en façade. Donc là, c'est pareil, on a un fond de coffrage en OSB, on a la grosse partie du béton de chanvre qui est projeté en extérieur, et là, on a juste le doublage qui vient, enfin la contre-isolation plutôt en béton de chanvre qui vient à l'intérieur, et ensuite on a l'enduit fini. Et puis tout en bas, vous avez le détail, la coupe horizontale sur le refend, qui lui, par la force des choses, est beaucoup plus fin, mais voilà, il est nécessaire en termes de contre-ventement. Si on passe à la slide suivante, donc là, vous allez avoir des photos du chantier. Donc les travaux ont commencé, l'ensemble des travaux ont commencé en janvier. Là, on envisage une réception de la première phase en décembre pour pouvoir enchaîner sur la phase suivante l'année prochaine, le désamiantage à partir de la mi-janvier 2026. Donc là, concernant la mise en œuvre, ce que vous voyez à gauche, c'est un prototype qui a été réalisé par les entreprises. La maîtrise d'œuvre l'avait prévu au marché de travaux, et en fait, ça a permis la coordination. C'était vraiment un test grandeur nature pour les entreprises qui allaient être en interaction avec le béton de chanvre et les enduits. Donc, on a 9 entreprises qui ont travaillé sur ce prototype. On a le charpentier, le maçon qui avait à sa charge le lot du béton de chanvre, le couvreur pour la partie couvertine et étanchéité, le menuisier extérieur, le chauffagiste, l'électricien, le peintre, le serrurier, puisqu'on a des épines métalliques en façade qui viennent se plaquer sur l'enduit chaussable, et puis le plaquiste, puisque vous voyez un départ de cloison sur la gauche. Donc ce prototype, c'était vraiment la bonne idée, la bonne idée absolue, si je puis dire, parce que en fait, les entreprises ont commencé à travailler en mars dessus, début mars. Courant avril, il était terminé. Et vous voyez, le béton de chanvre, il a commencé à être projeté en juin. Donc en fait, ça nous a permis de vraiment le travailler assez tôt et de voir un petit peu toutes les limites dans la mise en œuvre et les adaptations qu'il allait falloir envisager une fois sur le chantier, puisque pour rappel, à nouveau, on a beaucoup de matériaux qui sont posés finis. Donc par exemple, les encadrements en bois que vous voyez, là sur le prototype, on s'est rendu compte que s'ils étaient utilisés comme support pour tirer à la règle l'enduit, ils étaient teintés par l'enduit, et que ça pouvait pas être acceptable en finition. Donc voilà, on a décidé de les mettre en débord, par exemple. On a pu travailler aussi l'insertion des équipements électriques. Donc ce prototype, il était vraiment très intéressant. Là, vous voyez également sur la vue centrale, l'installation dans la cour arrière, qui est vraiment la base vie. Dans la projection que vous voyez sur la photo de droite, donc projection du béton de chanvre en intérieur. Comme le disait Nicolas, ça fait beaucoup de poussière et on a beaucoup de chutes, beaucoup de pertes. Vous voyez au sol, tout ce qui est tombé, en fait, c'est inévitable, et malheureusement, ça ne peut pas être remis dans la machine puisque, vous le savez certainement, mais la mise en œuvre se fait, en fait, le mélange se fait au moment où la chaux et le chanvre, enfin la chaîne-vote, sortent de la buse. Donc en fait, une fois que c'est mélangé, on ne peut pas s'en resservir pour le remettre dans la machine que vous voyez sur la vue centrale. L'entreprise indiquait que ces chutes pouvaient être utilisées néanmoins en paillage, par exemple pour des espaces verts. Donc on n'a pas poussé la réflexion jusque-là, mais c'est envisageable. Donc pas mal de poussière et pas mal de pertes, et aussi pas mal de bruit quand même, parce qu'on a un compresseur, donc ça demande de la place, et voilà, c'est à réfléchir si jamais vous êtes
vous comptez en mettre en œuvre et que vous avez du public ou des agents à proximité. Donc sur cette slide, vous voyez la première étape de mise en œuvre. Donc là, on voit le béton de chanvre en intérieur et en extérieur. Donc il a séché cet été puisque je vous disais que la mise en œuvre a commencé en juin. Elle s'est continuée sur juillet et on a les enduits qui ont commencé en septembre. Donc là, on est au mois d'août, ça sèche. Donc ça ressemble à ça en cours de séchage. Donc ça apporte pas mal d'humidité sur un chantier. Dans l'espace, la base vie, dans l'espace de chantier, mais aussi au sein du bâtiment. Donc, si jamais vous en avez en intérieur, c'est à réfléchir quand même. Voilà, et ça doit se faire sur une période favorable en termes de climat. Donc, si tu passes à la slide suivante. Donc là, vous voyez d'autres vues où là, on est plus sur la finition. Donc finition sur la vue de gauche en extérieur et sur la vue de droite en intérieur. Donc sur la vue de gauche, on est sur le sous-enduit. Donc il va encore y avoir une couche après, mettre à l'extérieur. Par contre, sur la vue de droite, on est sur l'enduit fini. La vue de gauche, ça vous permet de voir l'épaisseur entre le béton de chanvre principal, la contre-isolation et puis l'enduit qui vient par-dessus. Donc on a vraiment toutes les couches et l'enduit, comme vous pouvez un petit peu le voir sur la photo, il est tramé. Il y a une trame qui est mise dedans. Donc je vous parlais de planning. Donc projection commencée en juin 2025. Les enduits se sont faits en septembre 2025, donc on a commencé par l'intérieur puis l'extérieur. Aujourd'hui, on pose les épines métalliques et les couvertines. Et donc, peux, tu peux passer à la vue suivante. Donc voilà, pour un chantier, c'est jamais une bonne chose de trop glisser en termes de planning, mais sur un chantier sur lequel on met en œuvre du chanvre ou des matériaux naturels, à mon sens, quels qu'ils soient, qui sont assez vivants, disons, il faut vraiment essayer de limiter ces glissements dans le temps parce que sinon ils rendent la mise en œuvre parfois un peu complexe et voilà, ça peut créer des tensions sur le chantier. En retour d'expérience, peut-être. Je souhaitais dire que la mise en œuvre du béton de chanvre, couplée au fait qu'on a un chantier très contraint en termes d'espace, très surveillé par les agents, par le public, voilà. Toutes ces conditions entraînent une certaine solidarité en fait sur le chantier, qui est assez appréciable. Il y a beaucoup de communication entre les entreprises, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage aussi. J'essaye beaucoup. Et en fait, voilà, comme on est un petit peu sur des techniques qui sont pas habituelles pour les entreprises, et ben euh, toutes celles qui ont touché, qui ont eu leurs ouvrages, qui ont été en contact avec le béton de chanvre et les enduits, ont été très présentes et très à l'écoute et force d'adaptation au quotidien. Donc c'est assez appréciable et ça donne, enfin, je trouve que ça apporte une certaine sérénité sur le chantier. Alors encore une fois, c'est un tout, mais voilà, c'est quelque chose à relever. Ces matériaux naturels et le fait d'avoir un posé fini entraîne une responsabilisation forcée des entreprises enfin, ils sont assez proactifs. Donc ça, c'est vraiment un point très appréciable et très positif. Sur les points négatifs, ben là, on attaque la saison humide, donc on a hâte de mettre le bâtiment en chauffe, puisque là, voilà, ça a globalement séché, mais ce sont des matériaux qui ont quand même besoin d'être vraiment très très secs pour être sûr d'être sur leur état final. Donc là, vous voyez, par exemple, enfin, le plaquiste, typiquement, qui a vraiment l'habitude, et même le maçon qui a mis en œuvre les enduits, nous indique qu'il reste quand même beaucoup d'humidité dans le bâtiment et que ben, on commence à avoir, enfin, on a des marbrures qui apparaissent sur certains enduits, notamment l'enduit blanc en intérieur. Donc là, on est en lien avec Argile d'Aquitaine qui a fourni les argiles, la terre, et Art de Bâtir, donc qui est l'entreprise qui a mis en œuvre, pour voir si comment ça va évoluer et ce qu'on va pouvoir imaginer comme solution pour estomper ces marbrures. Mais voilà, l'humidité qui met du temps à s'évacuer peut en être la cause. Un autre retour d'expérience aussi, on en parlait hier en réunion de chantier, c'est qu'avec des matériaux plus naturels comme ça, enfin en tout cas avec le béton de chanvre qui est projeté, on a eu du mal à avoir un niveau 1 mètre.
le niveau de référence qui est placé en chantier dès le début et qui sert de référence à toutes les entreprises qui interviennent une fois que le gros œuvre est parti, là, on n'a pas pu l'avoir. Et du coup, ça se ressent un petit peu aujourd'hui sur certains petits détails qui sont corrigibles. Mais voilà, l'architecte me disait s'il y avait une chose à perfectionner, ce serait ça, essayer de trouver une manière de l'avoir. Donc les points positifs, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de points négatifs pour l'instant. Les points positifs, c'est qu'on est déjà très content du rendu, parce que pour le coup, pour une maîtrise d'ouvrage, eh ben, puisqu'on est sur du posé fini, on se rend assez vite compte de ce à quoi ça va ressembler. Donc c'est assez appréciable. Les tant par les coloris que par la texture, c'est quelque chose qu'on apprécie déjà beaucoup. C'était aussi un chantier où il faisait bon en été. Ça, c'est à remarquer. Donc, c'était du fait que le béton dégageait son humidité, mais voilà, on ressent déjà. Enfin, c'est pas une étuve, quoi. Donc, ça, c'était un point assez positif. Comme je vous le disais, ça induit beaucoup de communication très tôt, puisque dès la phase de préparation, l'architecte a commencé à parler du prototype et ensuite tout le monde était très investi sur ce point-là. Et puis, bah, du coup, on livre cette partie en décembre. Donc, peut-être qu'un webinaire début d'année prochaine sera l'occasion de vous parler d'un retour d'expérience une fois en usage. Voilà. J'ai essayé de faire vite pour qu'on puisse balayer quelques questions si vous en avez. Il y en a. Il y en a. Euh, La provenance, donc je me permets de les lire si vous voulez. je vous en prie. La provenance du sable dans les enduits chaussables. Alors ça, je vous avoue que je ne sais pas. On a été assez regardant sur la provenance de la chaîne VOT, qui est locale. Néanmoins, le sable, a priori, ça doit être, enfin, j'aurais tendance à dire du sable enfin, ce qui est utilisé dans les bâtiments anciens, puisqu'on a une entreprise Art de bâtir donc qui est située à Coulombiers, juste à côté, enfin au sein de Grand Poitiers, qui travaille beaucoup sur des monuments historiques ou anciens. Et historiquement, on utilisait du sable de rivière, des rivières proches. Donc aujourd'hui, c'est plus forcément possible. Néanmoins, on a des sables qui ne viennent pas de l'autre bout du monde, connaissant l'entreprise. Je pourrais pas vous donner une information plus précise que ça. Le DCE a-t-il été fructueux d'emblée? Oui, sur ce lot-là. Pas sur tous, mais sur celui-ci, oui. La maîtrise d'œuvre a procédé à un sourcing quand même en amont, déjà pour affiner sa conception et puis ensuite voilà, pour un petit peu tâter le terrain, voir si des entreprises locales seraient disponibles, voilà. Auprès des chaux de Saint-Astier également, il y a eu pas mal d'échanges. Donc le fournisseur de chaux, donc lui aussi c'est un fournisseur qui est en lien étroit avec les entreprises. Donc voilà, ça s'est un peu diffusé. Il y a eu un peu de bouche à oreille en local, aussi avec ODIS, donc qui est l'équivalent de nos confrères qui proposent le webinaire aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu un certain sourcing, je pense, qui a fait que, puis un bouche à oreille qui a fait qu'on a eu des lots fructueux, et en plus en dessous de l'estimation de la maîtrise d'œuvre. Donc, pour le coup, en comité local d'achat, ça s'est bien passé avec nos élus sur ce lot-là. Ça n'a pas été le cas de tous les lots, puisqu'on a quand même un lot de désavantages et que c'est toujours un peu délicat comme sujet. Mais celui-ci, ça a été simple. Quelle épaisseur pour le terre-chanvre? On a une épaisseur d'enduit classique, enfin même épaisseur d'enduit que pour du chaud-chanvre. Euh, Quelques centimètres. Vous posez une colle. Il me semble que c'est 2, mais à vérifier. Néanmoins, vous avez les détails d'exécution dans la présentation. Donc, si jamais elle vous est diffusée, ils sont cotés. Vous pourrez avoir l'information. Environ 20 à 30 km ciblés. Quel rayon du bassin de production? C'était pour la question précédente, pardon. Euh, voilà. On a également organisé, peut-être ce que je peux dire aussi en complément, des temps de visite du chantier, de communication autour du chanvre. Donc on essaye vraiment de le mettre en valeur et de montrer que c'est possible et que le résultat est à la hauteur à destination des usagers, des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre. On a eu la chance d'avoir une maîtrise d'œuvre qui était convaincue dès le début et des entreprises aussi qui ont joué le jeu, donc ça c'est un vrai plus.
En termes d'entretien, peut-être aussi, vous indiquer qu'on est sur des locaux qui sont quand même assez soumis à sollicitation par les usagers, le CCAS reçoit des publics vulnérables pour certains. Donc, il peut y arriver qu'il y ait des jets d'objets, qu'il y ait des dommages des dommages sur les locaux. Ce qui nous a orienté aussi, du coup, enfin, favorisé le choix de la terre-chanvre, c'est que, contrairement au chaud-chanvre, c'est un enduit qui peut être repris si jamais il est abîmé, puisque c'est de la terre crue. Donc, en fait, en l'humidifiant, on peut le tirer à nouveau. Donc, si on a un impact, l'idée est de former nos agents du centre technique communautaire pour qu'ils puissent reprendre ces enduits intérieurs sans difficulté. On a quand même quelque chose qui est assez solide. Donc, pour fixer des éléments, il faut prévoir des renforts. Donc, ça permet pas beaucoup de flexibilité si vous voulez mettre des tableaux au mur, par exemple. Donc, selon les équipements, ce sera pas adapté. Mais voilà, sinon, en termes de reprise, c'est assez pratique. Y a-t-il d'autres maîtrises d'ouvrage qui portent des projets terre-chanvre suite à cet exemple et les formations? Alors, terre-chanvre, je suis pas certaine, il faudrait vérifier. Néanmoins, je sais que le CHU a un projet avec du béton de chanvre actuellement. Un projet qui est en accompagnement, enfin qui s'est inscrit dans la démarche BDNA. Ils ont visité le chantier, donc on a des échanges maîtrise d'ouvrage réguliers. Et là, on a la chance d'avoir une maîtrise d'œuvre commune. C'est le hasard qui fait bien les choses. Mais oui, il y a d'autres projets de maîtrise d'ouvrage public et de large envergure sur le territoire. Merci beaucoup, Manon. Éventuellement, on collectera les questions qui sont en train d'arriver et je vous libère. Je crois que vous avez un impératif Tout à fait. et Je on vous a commencé en remercie. retard. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous et merci pour vos questions. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Nicolas, merci d'avoir pris en charge les réponses aux questions qui étaient restées en suspens. Oui, j'essaye. C'est gentil. De toute façon, je les ai collectées. Rediffusion, je vais vous transmettre celles qui n'auraient pas reçu de réponse. On va transmettre la présentation. Il y a la rediffusion prochaine sur la chaîne YouTube. La plupart, voire la totalité des personnes inscrites savent où nous contacter s'ils ont des questions complémentaires. Et je pense que Céline saura très bien faire la mise en relation directe et continuer ce travail de déploiement des filières voilà, sur la base notamment de cet excellent retour d'expérience. On Merci espère plein de beaucoup. projets aussi dans votre région avec du chanvre Ben, on maintenant. l'espère aussi. Voilà, le matériau est effectivement plein de qualités, surtout dans le cadre de réchauffement climatique, qui semble apporter un confort indéniable, ce qui est quand même important pour y conduire des activités sereinement. Merci beaucoup en Merci tout à cas tous à les tous. On espère que ça participants. aura été intéressant et je vous souhaite une très bonne journée. Et merci encore pour l'invitation. Merci à vous de votre intervention parfaite. À bientôt. Au revoir à tous et toutes. Bonne journée.